La défaite et la chute de l'État nazi. L'Allemagne capitule en 1945 et le Troisième Reich est alors en ruine. L'État allemand disparaît donc dans la défaite et le sort du pays est dans les mains des vainqueurs. Les grandes conférences alliées sur le sort de l'Allemagne. À la conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline affirment leur volonté d'anéantir le militarisme et le nazisme. Les accords de Potsdam du 2 août 1945 prévoient également des mesures pour épurer la société allemande et pour reconstruire la vie politique sur une base démocratique. Et dans cette optique, chaque puissance est libre d'organiser la dénazification dans sa zone. L'épuration et ses difficultés. Dans les zones occidentales, l'épuration vise l'ensemble des membres du parti nazi, soit 6 millions de membres en 1945. Un questionnaire de dénazification est diffusé par les Alliés et leurs tribunaux, même s'ils ont finalement servi à un processus de réhabilitation de masse. Dans les zones soviétiques, la dénazification vise à éliminer les anciens nazis des postes dirigeants, mais aussi à changer le système politique, économique et social dans un sens communiste. Dénazification interrompue. Le début de la guerre froide en 1947 explique en partie les insuffisances de la dénazification. À l'ouest, la priorité est donnée à la reconstruction de l'Allemagne et à la mise en place d'un État démocratique, la RFA. Du côté de la RDA, en 1949, la population est dispensée d'une réflexion collective sur ses responsabilités, car le nouvel État serait par nature anti-nazi. Amnistie des criminels nazis en RFA. L'arrêt de la dénazification en RFA s'explique par la volonté de son premier chancelier, Konrad Adenauer, d'amnistier rapidement les Allemands au nom de la nécessaire cohésion nationale. Les lois d'amnistie en 1949 jusqu'en 1954 sont donc, selon lui, indispensables au fonctionnement du pays. Ainsi, malgré la volonté affichée en 1945 de tous les vainqueurs d'éliminer le nazisme, la dénazification n'a pas été totale. On peut le constater, car d'anciens nazis sont réapparus dans tous les domaines de la vie publique. Cet effacement relatif du passé a cependant, sans doute, été nécessaire à la mise en place d'un État démocratique à l'Ouest. D'une nouvelle forme de justice. Le procès militaire de Nuremberg se tient le 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. C'est le premier tribunal international. Les juges sont nommés par les 4 puissances victorieuses et il a pour vocation de sanctionner les dirigeants du nazisme dont les crimes n'ont pas de localisation géographique unique. Juridiction d'exception, il juge 22 criminels nazis ainsi que des organisations comme la Gestapo, la SS, la SA, au titre de 3 nouveaux chefs d'inculpation définis lors des accords de Londres par les Alliés le 8 août 1945. Les crimes contre la paix, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Le tribunal réunit une abondante documentation, comme par exemple les films tournés à la libération des camps ou les témoignages des victimes et des criminels eux-mêmes. Justice internationale critiquée. Par l'importance des preuves fournies, le tribunal a permis la confrontation avec le système politique nazi et le condamne sans appel. C'est un procès pour l'histoire. Cependant, ce tribunal a fait l'objet de nombreuses critiques. Sa légitimité morale a été mise en cause du fait de la présence parmi les juges de l'URSS, pays lui-même coupable de crimes de guerre et de crimes contre la paix, et aussi parce que le génocide des Juifs ne faisait pas l'objet d'un traitement particulier, alors que toutes les preuves sont réunies pour le dénoncer.